elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une femme... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide, bienvenue dans l'art et la poudre. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'art féminin parce que j'ai envie de le penser, parce que je pense que vraiment être artiste c'est une pulsion. Il n'y a pas de raison que les femmes aient moins cette pulsion que les hommes. Maintenant, leur expérience de vie a été tellement différente que leur création doit s'en ressentir. Pour sa saison 4, La Poudre a ouvert un nouveau cycle. Ça s'appelle L'art et la poudre. Au fil des épisodes, nous allons explorer la position des femmes dans l'art, hier et aujourd'hui. Nous avons la chance d'être accompagnés dans ce cycle par l'association AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibition, fondée en 2014 par 7 femmes, dont la commissaire Camille Morino, que vous entendez dans cet épisode. Son but, replacer les femmes artistes du XXe siècle dans l'histoire de l'art, en créant des informations sur elles, en les indexant et en les diffusant. Car en art comme ailleurs, le fléau contre lequel les femmes doivent lutter est l'invisibilisation, la silenciation et l'effacement de leur travail au fil du temps. Avec le soutien de leur expertise, La Poudre s'apprête à explorer les enjeux des représentations et de la postérité des femmes artistes. Je m'en régale d'avance. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré au Centre Georges Pompidou lors de la soirée sonore Art et Féminisme le 4 avril dernier. Merci au musée pour son accueil. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici dans le hall du Centre Pompidou pour cette 6e nuit sonore consacrée à l'art et au féminisme. On n'a malheureusement qu'1 heure devant nous. Je pense que j'aurais pu y consacrer une nuit entière, mes invités aussi. Les discriminations contre les femmes artistes sont si nombreuses que j'ai peiné à déterminer par quel bout prendre le fil de la soirée. Fallait-il parler de précarité économique ? 20% seulement des artistes qui vivent de leur art sont des femmes. Fallait-il parler du prix des œuvres ? L'araignée de Louise Bourgeois, vendue 9,5 millions d'euros, ne pèse pas grand-chose face aux 127 millions d'euros atteints par Francis Bacon pour ses 3 études de Lucian Freud. Fallait-il parler de la sous-présence des femmes dans les collections nationales et les musées ? En 2015, seulement 12% des expositions du Met à New York sont consacrées à des femmes et la part d'artistes femmes dans les collections permanentes des musées parisiens donne envie de pleurer. On est à 7% au musée d'Orsay et ici à Beaubourg, on est à peine à 20%. Mais il y a parfois des moments de grâce et j'en ai connu un il y a 10 ans, ici même. C'était l'exposition Elle qui a vraiment joué un rôle de déclencheur féministe pour moi. C'était une première mondiale, un parcours genré au sein de la collection permanente du musée. J'ai croisé pour la première fois Vali Export et Mona Hatoum et je me suis pour la première fois posé la question, un art féminin est-il forcément un art féministe ? C'est un peu cette question que j'espère qu'on arrivera à répondre ce soir avec mes invités. Et quels invités ? J'ai à mes côtés Camille Morino, qui est la commissaire à l'origine de cette légendaire exposition Elle au Centre Pompidou. Camille, vous êtes également conservatrice du patrimoine et vous dirigez depuis 2016 les collections et les expositions de la Monnaie de Paris. Vous avez également cofondé AWARE, une association qui lutte activement contre l'invisibilisation des femmes artistes. Évidemment, on en reparlera. Bonsoir Camille. Bonsoir. À cette table se trouve une autre personnalité incontournable de la réflexion sur l'art et le féminisme, la docteure en histoire de l'art et critique d'art, Fabienne Dumont, spécialiste des artistes femmes des années 70 et autrice d'un merveilleux ouvrage intitulé « Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70 ». Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Et enfin, nous avons parmi nous une artiste femme, une vraie, Aïcha Snoussi, diplômée de l'école des Beaux-Arts de Tunis, diplômée en art de l'image et du vivant à la Sorbonne. Vous peignez sur les murs, vous utilisez le papier comme une peau que vous tatouez, que vous lacérez. Vous avez exposé un peu partout en Tunisie et en Europe. Et je suis très honorée de vous recevoir ce soir, Aïcha. Merci. Bonsoir.
Alors, vous avez toutes les trois un parcours assez extraordinaire, un parcours brillant qui pourrait faire l'objet d'une émission en soi. Mais ce soir, on va essayer de produire plutôt une pensée critique, une pensée politique. J'aimerais quand même vous poser à chacune cette question personnelle. Comment avez-vous pris conscience du biais sexiste qui existe dans le milieu de l'art ? Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Camille, si vous voulez attaquer. Pourquoi pas. Cette conscience, je l'ai eue pendant mes études. À la fin des années 80, j'ai passé 1 an aux États-Unis, au Williams College, qui est un petit collège entre le Vermont et le Massachusetts. J'étais une élève de l'école normale supérieure. J'avais aussi fait d'histoire de l'art à la Sorbonne. On ne m'avait pas du tout parlé d'artistes femmes. Dans les manuels, on ne parlait pas d'artistes femmes du tout. Et je suis arrivée dans ce collège et j'ai suivi des cours de Gender Studies. Et là, j'ai découvert la moitié de la planète. Qu'il y avait des artistes femmes, qu'il y avait aussi des femmes qui écrivaient, des femmes philosophes, et que notre regard était complètement biaisé. Donc c'est dans ces années, en fait, que j'ai pris conscience du problème. Et ça n'est finalement que assez longtemps après que j'ai réussi à donner forme à cette grande question de l'invisibilité des femmes en général, pas seulement dans l'art. Il a fallu traverser l'océan pour aller le constater. Et vous, Aïcha, quel a été votre déclic ? Alors c'est drôle parce que moi c'est un peu pareil. Du coup c'est vraiment à l'école des Beaux-Arts à Tunis. Quand je me suis rendu compte que la plupart des cours qu'on avait, enfin tous les artistes qu'on étudiait, presque 99% étaient des mecs. Et le peu de femmes qu'on étudiait, c'était toujours des artistes, mais la muse d'eux ou l'amante d'eux ou dans sa biographie, Marie à telle date, à telle date. Et donc de plus en plus, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des artistes principalement hommes. Et puis petit à petit, en fait, après, donc je me suis rendu compte qu'il y avait donc à la fois du sexisme, aussi par mon expérience dans l'art contemporain, etc., mais aussi beaucoup de racisme. Donc moi, aujourd'hui, je considère j'ai vraiment une optique où c'est deux choses extrêmement liées, c'est-à-dire discrimination de genre et de race. Et la preuve est que je me suis rendu compte que toute ma scolarité et aussi dans le domaine que je fais, il y a très peu de femmes racisées en fait en tant qu'artistes. Donc voilà, heureusement qu'il y a Google et quelques recherches qu'on peut faire et des expositions aussi où elles sont présentées. Puis en plus, on n'a aucun chiffre, c'est-à-dire qu'on peut démontrer la sous-présence des femmes dans les musées, dans les galeries, dans les collections, mais comme on ne compte pas en statistiques ethniques en France, on ne peut pas vraiment prouver. Mais évidemment, les femmes racisées sont encore plus rares, c'est important de le souligner. Et vous, Fabienne, quel a été votre déclencheur ? Alors moi, c'est également pendant mes études. J'étais en histoire de l'art à Dijon et de la même manière, je m'intéressais personnellement aux questions féministes. Je lisais énormément de choses et je n'avais aucun cours qui regroupait et qui recoupait mes centres d'intérêt. Donc c'est ce qui a déclenché mes propres recherches pour en fait aller chercher et construire et lire tout ce qui se trouvait en langue anglaise pour ensuite me permettre d'acquérir quelques outils pour travailler l'histoire de l'art en France qui n'était absolument pas travaillée dans ce champ-là. Vous avez fait un travail colossal pour ramener des textes en France et faire connaître tout ce mouvement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte en vous écoutant que, comme souvent, l'invisibilité est invisible elle-même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, à un moment donné, changer de regard et de perspective pour voir ce qui manque dans ce qui nous entoure au quotidien. Et en 2009, donc j'en ai parlé un petit peu en introduction, il s'est passé ici quelque chose de complètement fou. L'exposition Elle, donc Elle au pluriel, dont vous étiez la commissaire Camille Morino. Quand on vous entend parler de cette expérience sur laquelle on vous interviewe très régulièrement, on comprend que c'est l'un des moments les plus intenses de votre carrière, et pas seulement parce que l'exposition a été vue par plus de 2,5 millions de personnes dans le monde. C'est surtout que ça a été une vraie gageure, une vraie épreuve d'arriver à convaincre que cette exposition ait lieu. Vous pouvez nous rappeler un peu le contexte et ce qui s'est passé à l'époque, en 2009 ? Alors, avec le recul, je ne voudrais pas trop mettre l'accent sur la difficulté de convaincre, finalement, parce que j'ai eu la chance de réussir à la faire, cette exposition ici. Et finalement, le Centre Pompidou a été le premier musée à prendre ce risque-là. J'ai eu des collègues qui m'ont soutenu, un directeur du musée Alfred Pacman qui était prêt, qui m'a dit « allez-y ». Quelques amis et collègues qui étaient dubitatifs, mais finalement aussi beaucoup qui m'ont aidé, si bien que cette exposition a eu lieu et qu'elle a duré assez longtemps. Elle a duré presque 2 ans. Il y a eu 3 éditions successives avec une transformation presque totale des salles, presque 1000 œuvres montrées, 300 artistes. Et comme vous l'avez effectivement rappelé, ça a été un tournant dans ma vie professionnelle, mais aussi personnelle, je dois dire,
puisque j'ai découvert à quel point ce qui était de l'ordre de l'intuition était au fond une vérité très impressionnante, assez écrasante, à voir, à réaliser. Parce que non seulement j'avais pas lu dans les manuels, pas entendu parler de ces artistes femmes, mais il y en avait énormément. Et ce que je découvrais, c'était pas une petite histoire, c'était une grande histoire. C'était un énorme travail à faire. Et donc j'ai été chargée au fur et à mesure de ces semaines, de ces mois, au fur et à mesure du déroulement de Elle, au fond d'une énorme responsabilité. C'est-à-dire j'étais en possession d'un savoir, d'une archive énorme, un travail à faire que j'ai souhaité mener, et on en parlera sans doute tout à l'heure ensuite. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'était pas si compliqué finalement de convaincre l'institution de faire cet exercice. Par contre, ça a été beaucoup de travail de le mener pendant très longtemps, de le mener à son terme, entre guillemets. Et je l'ai fait de manière collective. Il y avait 4 collègues. Emma Lavigne, qui est directrice maintenant du Centre Pompidou-Metz, Cécile Debray, directrice de l'Orangerie, Quentin Bajac, qui vient de prendre la tête des Galeries du Jeu de Paume, qui étaient des collègues formidables avec qui on a beaucoup travaillé très vite pour réécrire cette histoire énorme et mettre en lumière la moitié de cette planète qui restait à découvrir. Vous l'avez rapidement évoqué, et je pense qu'on peut en parler maintenant. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait aussi une difficulté majeure, c'est-à-dire que les œuvres étaient là, dans les fonds de la collection du Centre Pompidou, mais il manquait des éléments. On n'avait pas les archives, on n'avait pas les descriptions, on n'avait pas les bios, on n'avait pas les dates. Donc il y a aussi tout un travail d'enquête, de recherche pour reconstituer le puzzle qui a dû être fait autour de l'exposition, et ça vous a donné envie de créer Aware. Oui, au fond, ce que j'ai découvert, qu'un mécanisme que tous les historiens connaissent, même au-delà de l'histoire de l'art, c'est que l'histoire se construit avec des traces. Et finalement, les artistes femmes, on n'avait pas de traces, ni de leur travail, ni de leur vie. Il y a eu très peu de livres écrits, on les a peu entendus, on les a peu écoutés. Et donc, faute de ces traces, leur histoire n'a pas pu s'écrire. Donc, sans vouloir incriminer personne, finalement, même les historiens ou les collègues conservateurs, commissaires, avec la meilleure volonté du monde, on n'avait pas les outils à l'époque pour faire ce travail. Alors j'ai réussi à le faire rapidement, mais j'ai souhaité ensuite créer un outil qui permette aux générations futures, à vous tous et toutes qui êtes là ce soir d'ailleurs, aussi bien à des spécialistes qu'au grand public, de pouvoir enfin trouver une information juste sur ces artistes femmes. Juste, c'est-à-dire paritaire, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'informations sur les artistes femmes que sur les artistes hommes, afin que l'histoire puisse s'écrire correctement. En tout cas, le site d'Aware, je vous recommande vraiment d'y aller. On peut s'y perdre pendant des heures. Il y a des fiches et des photos d'œuvres, surtout pour des centaines d'artistes femmes. Et il y en a vraiment pour une vie de tout explorer. Donc, merci d'avoir constitué cet espace-là. Oui, donc effectivement, AWARE, c'est l'acronyme de Archive of Women Artists Research and Exhibition. C'est un site internet, parce que pour moi, c'est aujourd'hui l'outil le plus efficace pour provoquer cette révolution du savoir dont on a besoin, pour remettre les femmes dans le discours de l'histoire à leur juste place. Et en deçà du musée, des institutions, aujourd'hui, le savoir doit se construire. C'est cette matière grise qui va vraiment provoquer la révolution du savoir dont on a besoin. Alors Fabienne, vous êtes une contributrice du site Aware, vous avez écrit les notices biographiques de plusieurs artistes. Vous aviez aussi à l'époque écrit un texte pour le catalogue de l'exposition Elle, que j'avais acheté à l'époque, et de l'avoir maintenant entre les mains, ça me semble d'avoir un petit bout d'histoire, je suis très fière de le posséder. Alors votre spécialité à vous, ce sont les artistes féministes. En fait, elles apparaissent à chaque grande vague militante, notamment dans les années 60-70. Alors on pense à Niki de Saint-Phal et ses nanas, à Orlan et ses mesurages, à Annette Messager et ses tortures volontaires, à Valley Export, sa génitale panique. Qu'est-ce qui vous a attiré parmi ces artistes dont le message est clairement politique ? Alors, ce qui m'a attirée, c'est que j'ai commencé, comme j'ai dit, au milieu des années 90 à m'intéresser aux artistes femmes. Et j'avais commencé par étudier une collection qui est la collection Serveuse de Vézelay. Et j'avais étudié, en fait, les artistes femmes de cette collection réunis par un couple qui était à l'origine aussi des Cahiers d'Art, donc une revue importante de l'époque. Et à chaque fois que j'interrogeais les protagonistes, artistes ou autour de cette collection, on me disait que, en fait, la question des femmes ne se posait pas, qu'on ne se posait pas cette question, qu'il n'y avait pas, en gros, un sujet autour de ça. Et donc,
j'en ai eu marre et j'ai eu envie qu'on puisse me répondre et qu'en tout cas, on ne puisse plus me dire que le sujet n'était pas sur la table. Donc, je suis allée étudier et voir ce qui s'était passé dans les années 70 en France, en plein mouvement féministe, en pleine revendication avec des manifestations partout, tout un mouvement avec différents courants qui étaient très présents et très visibles. Et donc, j'ai eu envie de retracer cette histoire en me disant que même si on me disait qu'il ne s'était rien passé, je ne pouvais pas croire que les artistes n'aient pas réagi au contexte politique et social qui les touchait directement et pleinement. Et donc, à partir de là, j'ai donc eu envie de m'intéresser aux artistes qui avaient plus une conscience féministe, puisque pour moi, art féminin n'a pas un sens en soi. Pour moi, c'est vraiment une construction. On construit les artistes comme des artistes femmes. On se construit dans un champ particulier. Donc, j'avais envie de comprendre comment elles avaient réagi à toutes ces déconstructions de rôles, d'assignation de place dans les années 70, et donc comment aussi on retrouvait dans leurs travaux toutes ces questions de conscience politique et notamment particulièrement en tant que femme, donc conscience féministe. Et d'ailleurs, la figure de la sorcière, vous l'associez à ces femmes-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pouvez trouver de commun entre Orlan et la sorcière, par exemple? Alors ça, c'est très drôle parce que parfois, on me demande de venir faire des conférences sur la question des sorcières, mais en fait, le terme de sorcière, je l'ai réutilisé parce qu'à l'époque, il y avait une revue qui a été fondée qui s'appelait Sorcière et qui était la seule revue culturelle féministe des années 70 et qui a publié énormément de textes sur ces artistes femmes et plus largement sur la littérature, sur toute une série d'éléments culturels liés au mouvement des femmes. Et donc, c'était en écho et en hommage à cette revue qui évidemment faisait elle-même écho aux sorcières, mais comme des femmes libres, en fait. C'était ça l'idée, c'est que c'était des femmes qui avaient un certain pouvoir. Au Moyen-Âge, c'était un pouvoir médical ou un pouvoir, en tout cas, dont elles s'emparaient et qui ne leur était pas donné, en tout cas, dont on ne voulait pas leur laisser exercer soit la médecine, soit d'autres rôles. Donc, l'idée de se le réapproprier dans les années 70. Et le deuxième écho, c'était une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Une sorcière comme les autres ». Et dans ces chansons, Anne Sylvestre raconte la libération des femmes et des petites histoires qui disent la grande histoire, en fait, qui est arrivée aux femmes dans les années 70 et toutes les luttes qu'elles ont menées. Donc cette histoire de sorcière est comme un rebond, et je sais qu'aujourd'hui c'est à nouveau très à la mode. Donc voilà, il y a une forme de passation qui saute parfois des générations et qui rebondit dans le temps. C'est vrai que cette revue Sorcière, fondée par Xavier Gauthier, a eu une exposition aussi tout récemment, et la démarche était assez proche de la démarche de Elle, d'ailleurs. C'était une lecture genrée de l'art qui a permis de visibiliser pas mal d'écrivaines. Alors, Aïcha Snoussi, vous situez où par rapport à ces artistes? Moi, je trouve que dans votre travail, on va retrouver, par exemple, du Niki de Saint-Phal dans votre fascination pour les corps un peu étranges, qui ne sont ni masculins ni féminins, ni animaux ni humains. Aussi, quand vous peignez sur les murs, il y a une espèce de réappropriation de l'espace, de l'espace d'enfermement qu'on peut trouver chez d'autres artistes féministes comme Monica Bonvicini. Est-ce que votre démarche, vous la qualifiez de féministe? Oui, je qualifie ma démarche de féministe. Après, bien sûr, je pense qu'il y a plusieurs sortes de féminisme. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au début, j'aimais pas du tout Niki de Saint-Phal, comme on me l'avait présenté, comme je l'avais découverte, et c'était bien avant moi-même, en fait, que je me considère et que je considère que ce que je faisais était une forme de féminisme. Parce que tout simplement pour moi, ce que j'avais lu d'elle et ce qu'on nous avait montré, que ce soit en cours, etc., c'était vraiment type une artiste qui va faire des nanas et puis c'est tout. C'était vraiment ça la présentation. Et puis ensuite, quand tu fais des recherches et que tu vas un peu plus loin, c'est-à-dire quand les choses auxquelles on ne te donne pas accès, moi, Niki de Saint-Phal, c'est quelqu'un qui a envoyé balader toute son éducation Aristo, qui défend les minorités raciales, qui dénonce le patriarcat, qui tire à la carabine, elle est clairement sorcière et féministe. Et ça, en fait, j'aurais pas pu avoir accès, pas mal d'autres artistes comme ça. Donc moi, je pense mon premier déclic, ça a été surtout des artistes, comme tu disais, en fait, vraiment du body art, avec toute la réappropriation du corps, le fait aussi, comme tu disais, le fait que je charcute les cahiers, tout le rapport aussi, Gina Pan, par exemple, ou Marina Abramovic. Donc toutes ces performances un peu sales et vraiment qui vont aller chercher à l'intérieur du corps. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné un déclic. Et puis après, pour mon féminisme, je pense que
oui, il y a quelque chose de l'ordre de la sorcellerie, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la médecine et de la chirurgie, le fait de se réapproprier ses savoirs. Moi, tout mon travail, en tout cas, sur quoi je travaille en ce moment, c'est l'anti-savoir. Donc vraiment, à partir du fait de c'est quoi le savoir ou les savoirs dominants, et essayer de déconstruire tout ça et repartir à zéro en fait. J'invite vraiment tout le monde à regarder votre travail sur Internet. Enfin, c'est des dessins qui sont la plupart du temps en noir et blanc, qui s'inspirent un peu de planches anatomiques. Il y a quelque chose de très scientifique dans votre démarche, en même temps de complètement onirique et très, très inventé. Vous dites... vous avez parlé des anti-savoirs. En fait, vous dites que vous vous immiscez entre les strates, que vous voulez dépecer les choses et les savoirs ancrés. Pour moi, ça ressemble un peu à une démarche de sociologue du genre, une démarche de déconstruction. Vous vous revendiquez de ce terme-là ? C'est quelque chose qui me parle. Je travaille, je pense, toujours sur la question de la sexualité. Moi, en fait, je pense qu'il y a vraiment un lien entre mon travail et mes expériences. À partir d'un moment dans ma vie, je me suis rendu compte qu'on nous avait appris un tas de choses dès l'école primaire qui ne correspondaient pas à ma réalité ou d'autres réalités aussi, notamment par rapport à ma sexualité, ma manière de voir les choses. Et je me suis juste rendu compte qu'on avait un énorme tas de savoirs qu'on nous forçait à apprendre. Et moi, l'idée, c'était d'aller un peu dépecer tout ça. Et au lieu d'accumuler des savoirs, c'est en fait enlever des savoirs dont on n'avait pas besoin. Donc, typiquement, pour les savoirs ancrés, moi, j'ai fait une sorte d'anti-encyclopédie. Donc, j'avais récupéré d'anciens cahiers d'écoliers des années 50, donc, qui était un peu l'image de ce que c'est le savoir, c'est-à-dire le premier cahier d'écolier sur lequel on apprend que des bêtises, je ne peux pas dire conneries. Et ensuite, l'idée, c'était de partir de ces planches-là et d'inventer une forme d'encyclopédie avec des explications type grande planche de savoir, alors que derrière, l'écriture n'a absolument aucun sens, les numéros ne renvoient à rien, et surtout le dessin, ça va être un mélange à la fois des corps ouverts, mais un mélange d'organique, de mécanique, de végétal, et pas du tout genré, pour le coup. Donc voilà, c'est un peu un processus dans lequel je suis, et qui passe par le dessin. Il y a une démarche qui est aussi queer dans votre démarche, c'est-à-dire dans cette espèce de volonté de casser les binarités et d'être dans une espèce de fluidité permanente. C'est ça. C'est une approche, queer du corps, des savoirs, dans le fait justement de déconstruire toutes ces binarités. Binarités qui peut être à la fois... moi, j'aime beaucoup Donna Haraway dans cette manière de penser en fait, il n'y a pas de dualité, ni homme-femme, ni aussi nature-culture, ni... toutes ces binarités-là, culture-nature, pour moi, n'ont pas de sens. Et je vois plus le monde et les choses comme une sorte de maillage, en fait, de réseau où tout s'enchevêtre, tout se pénètre. Et c'est ma manière un peu de voir les choses. C'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. Donna Haraway qui a mis en avant la figure du cyborg comme une figure féministe. Et c'est vrai que quand on voit votre travail, les liens semblent très, très évidents, en effet. Alors, le grand écueil quand on parle d'art au féminin, comme à chaque fois qu'on parle de quoi que ce soit au féminin d'ailleurs, c'est de tomber dans une vision essentialiste. Mais moi, je l'aime bien, cet écueil. Alors, on va y sauter à pieds joints. Est-ce qu'il y a un art féminin, Camille Morino ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais la question est intéressante parce que finalement, l'histoire de l'art s'est écrite comme un art masculin. C'est comme ça. Il n'y a que des hommes dans les manuels d'histoire de l'art, il y a quand même beaucoup d'hommes dans les salles des musées. Donc c'est intéressant quand même de se poser la question, même si la réponse est non. La question intéressante, c'est de dire que devient l'art quand on y met des artistes femmes. Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas encore aujourd'hui répondre, mais j'espère que vous, tous là, qui êtes plutôt des jeunes, de ce que je vois, allez pouvoir nous aider à se faire une idée de ce monde représenté autant par les femmes que par les hommes. Je pense que ce monde sera représenté différemment. Ceci dit, les artistes femmes n'ont rien eu en commun d'autre que d'avoir été moins regardées que les hommes. Ça, c'est la réponse globale que j'aurais envie de faire tout de suite à votre question. Et vous dites d'ailleurs que l'exposition, elle, avait presque pour vous même comme objectif de démontrer finalement qu'il n'y avait aucune raison de faire cette catégorie d'art féminin, tellement il y avait de diversité entre les artistes exposés. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai été beaucoup critiquée avant que l'exposition ne s'ouvre, y compris par pas mal de féministes qui me disaient « mais vous ghettoisez les femmes ». Et je leur expliquais « mais non, venez voir l'exposition ». C'était d'ailleurs les collections. Venez voir nos collections et vous allez voir que non, il n'y a que de la diversité, que de la complexité. Il y a tous les chapitres de l'histoire de l'art, tous les styles, toutes les techniques sont là. Ce sont les collections
l'histoire du musée. Donc il y a des gens qui ont fait leur boulot, qui ont acheté, qui ont fait rentrer ces œuvres des artistes femmes dans les collections. Et ces œuvres nous montrent que les femmes ont toujours été là, que les artistes ont toujours travaillé dans toutes les périodes, tous les styles, toutes les techniques. Simplement, ils n'ont pas été regardés, on les a oubliés. Sacré point commun. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fabienne Dumont? Est-ce qu'il y a un art féminin? Non, effectivement, il n'y a pas d'art féminin et même je m'oppose à la catégorie puisque je pense qu'on est effectivement construite avec non seulement les questions de sexualité, de sexe, d'assignation de genre, mais également les questions de classe sociale, les questions de race. Il y a toute une série d'éléments qui nous construisent et on parlait de Donna Haraway, on peut parler d'intersectionnalité, l'idée que l'on est effectivement à la croisée de toute une série de catégories identitaires qui sont effectivement construites par notre vie et ce que l'on y apporte, parce que les autres souvent y apportent et la manière dont on nous regarde. Mais pour continuer ce que disait Camille Morino, j'avais envie d'ajouter quelque chose, c'est que l'histoire de l'art a aussi particulièrement été sexiste dans le sens où toutes ces artistes, depuis le Moyen-Âge, on peut retracer des parcours très intéressants d'artistes reconnus à leur époque. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'elles ont toujours existé. Elles ont trouvé les moyens d'exister avec les moyens du bord. Dès qu'il y avait une brèche qui s'ouvrait quelque part, elles s'y sont engouffrées et elles ont petit à petit gagné en visibilité et en légitimité dans beaucoup de domaines. Mais systématiquement, l'histoire de l'art a refermé les portes au long cours de ces artistes hyper connus, très visibles à leur époque, et les a passés aux oubliettes. Donc il y a quelque chose qui se joue aussi dans la pratique de l'histoire de l'art, qui est une pratique sexiste, qui fait qu'on met des critères et des valeurs. Par exemple, on interdit aux femmes de représenter des nus et on dit que le nu est absolument nécessaire pour la peinture d'histoire, que l'on place en haut de la grille de valeurs, et donc on empêche les femmes de postuler, par exemple, pour les prix de Rome, puisqu'elles ne peuvent pas... À l'imparfait. Oui, elles ne pouvaient pas. Enfin, il y a d'autres grilles. En fait, c'est pour dire que ça, c'est un exemple qu'on connaît à peu près de l'histoire de l'art, mais il se reproduit tout le temps. Donc en fait, les grilles changent, mais on va toujours trouver un moyen ou un biais pour que, en fait, il y ait des discriminations qui s'opèrent, et pas seulement pour les femmes, par d'autres critères aussi, au sein même de l'histoire de l'art. Donc c'est un combat qui est pas seulement de les faire ressurgir et de faire un travail, ce qui est nécessaire, mais aussi de garder vivante l'histoire de l'art. Et là, effectivement, je pense que les jeunes générations, hommes et femmes, doivent s'emparer du sujet pour que l'histoire de l'art ne soit plus une histoire uniquement faite pour que les hommes puissent y trouver leur place et que les femmes soient mises systématiquement dans les marges. Quand vous parlez de cet effacement, ça me fait penser à une phrase, il me semble que c'est Judy Chicago en ouverture du Dinner Party qui dit qu'à chaque fois qu'une femme construit un château, en fait, c'est comme un château de sable et qu'il y a une vague qui va venir l'effacer et la femme suivante va devoir reconstruire dessus sans savoir qu'il y en avait déjà un avant, quoi. C'est ça le drame, en fait, de l'histoire des femmes en général et en particulier dans l'histoire de l'art. Et puis, ce que disait aussi Aïcha, qui est très juste, c'est qu'effectivement, il y a aussi une vision très faussée que l'on donne de ce que les artistes femmes ont pu faire. On a une vision qui est aussi une vision tout à fait édulcorée. Nikit Safal, on peut entendre ses paroles dans les années du tout début de son travail. Elle a une virulence absolument incroyable. Et elle a une vraie militance féministe qui avait totalement été passée à la trappe dans la transmission qu'on a pu en faire. Et rien ne me fait plus plaisir que de vous entendre, Aïcha, quand vous parlez de Nikit Safal, parce que j'avais donc fait cette rétrospective au Grand Palais en 2014. Et moi, j'avais moi-même découvert en travaillant sur cette artiste à quel point elle avait été féministe et qu'elle avait donc parmi ces nanas représenté des nanas noires qui était à l'époque une question absolument pas posée dans le monde de l'art. Elle avait été à la fois féministe et dénonçant le racisme de la société américaine. Et ça, c'était assez extraordinaire de voir l'engagement, en fait, comment on dit maintenant ? Intersectionnel, merci. Intersectionnel, parce que ce mot n'existait pas évidemment à l'époque, mais Nikit Safal était intersectionnel. Merci pour ta réponse. Moi, j'ai envie d'ajouter que j'aimerais voir plus d'artistes noirs qui représentent des femmes noires. Et donc, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Et par rapport au fait que, déjà pour répondre à ta question, non. Enfin, voilà, non, mais dans l'ordre que tu veux, on est vraiment à la cool. Parce que je m'organise parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Et donc oui, par rapport au fait que clairement, donc il y a une discrimination de genre et le fait qu'on voit pas beaucoup d'artistes femmes et que, mais il y a différents types donc d'artistes qui sont représentés.
Et ce que je disais aussi tout à l'heure, le fait que moi j'aurais aimé voir plus de femmes algériennes, ougandaises, nigérianes, dont on connaît le travail, dont on ne voit pas juste une œuvre pour la représenter, pour dire tiens, il y a cet artiste-là. Et en fait, ce dont on parle pas, c'est que oui, dans le féminisme et dans l'art contemporain, il y a eu, ça a été très difficile du coup pour les femmes d'être représentées. Mais ce qui est encore plus dur, c'est que pour une femme racisée, elle doit du coup se battre 2 fois plus qu'une femme blanche, 3 fois plus qu'un mec racisé et 10 fois plus qu'un mec blanc en fait. Et tout ça sans tomber bien sûr dans la facilité du jeu de l'exotisation, dans le sens où le fait d'être, moi par exemple en tant que femme artiste tunisienne, je pense qu'il y a beaucoup ce questionnement. Et le fait que je travaille par exemple sur la sexualité, il y a toujours ce rapport exotisant de se dire tiens, c'est une femme arabe qui va travailler sur la sexualité, c'est une femme libérée, c'est une femme civilisée, alors qu'en fait du coup il y a tout un discours un peu néocolonialiste, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de strates à travailler sur et à réfléchir sur l'accès aux femmes plurielles dans l'art contemporain en fait. Dans ton travail, en plus, pardon, je suis passée au-dessus, mais voilà. Dans ton travail, il y a aussi souvent une dimension de dénonciation de valeurs religieuses. J'imagine que ça doit arranger certaines personnes aussi d'avoir une femme tunisienne qui vient dénoncer le conservatisme religieux en Tunisie, et que c'est plus pratique d'avoir ce discours-là à mettre en avant. Pardon, j'espère pas mettre les pieds dans le plat, mais c'est un peu ça, non ? En fait, moi, dans mon travail, je dénonce pas une forme de religion, dans le sens où, en fait, je suis pas quelqu'un de... je suis pas religieuse, je suis pas croyante. Mais ce n'est pas un sujet que je dénonce particulièrement. Au contraire, il y a une forme de sacralité, mais autour d'autres sujets. Sacralité du sexe, pour moi, par exemple. Mais c'est clair que si je vais représenter des choses qui peuvent, où je détourne de quelque chose qui peut rappeler le sacré, le fait que j'ai des écritures qui sont une forme de calligraphie arabe, automatiquement, on va penser que c'est une dénonciation par exemple, des textes coraniques. Alors qu'en fait, quand on essaie de voir, c'est pas du tout de l'arabe en fait, déjà. Et donc il y a vraiment ces schémas ces raccourcis qu'on fait. Et c'est très facile, je pense, du coup, pour d'avoir ce regard-là, un peu, comme je l'ai dit, néocolonialiste, de se dire c'est une femme donc libérée du joug de l'obscurantisme. Voilà. Comme pour Niki de Saint-Phal, on te simplifie et on te résume à 2 trucs. Alors, moi, j'avais quand même l'impression... Moi j'ai un petit biais essentialiste parfois, je ne peux pas m'en empêcher. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a des fils conducteurs quand on regarde l'art des femmes, comme le corps, la sexualité, évidemment la maternité, la maison. Et plutôt que de dire qu'il y aurait une espèce de destin biologique des artistes femmes, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une espèce de vision de la société qui est un peu déplacée ? C'est-à-dire qu'au lieu de parler de la guerre et du pouvoir, on va parler de l'intimité. C'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans l'exposition Woman House à la Monnaie qu'on vous doit aussi, Camille Moreno. Est-ce que cette idée-là, vous pouvez l'accepter ? Oui, je peux l'accepter. En réalité, pour être tout à fait honnête et franche, on ne connaît pas l'histoire des artistes femmes ou pas suffisamment pour pouvoir faire des généralités à ce stade. Quand je disais au moment de Elle, il n'y a rien en commun d'autre entre ces artistes femmes que d'avoir été oubliées, je le pensais vraiment. Alors j'ai découvert quelques thématiques comme effectivement la représentation de l'espace domestique, donc j'ai consacré cette exposition à la Monnaie de Paris, mais vraiment tous les jours, toutes les semaines quasiment, je découvre de nouvelles artistes dans des pays, dans des continents, des périodes, des techniques que je ne connaissais pas, avec l'équipe Elle qui est partiellement ici. Et à chaque fois, quelquefois, une seule personne nous fait complètement changer en fait notre vision des choses, si bien que franchement, c'est une histoire qui est littéralement en train de se faire, aussi bien pour le 20e que d'ailleurs pour le 19e. On découvre en fait des typologies d'œuvres, quelquefois des mouvements, des typologies d'abstraction, par exemple, on découvre que le pop a été un art féminin, on découvre que l'art minimal a été très féminin, on découvre que l'art conceptuel a été très féminin. On sait qu'il y a énormément d'artistes qui ont fait de la performance, c'est presque un chapitre de l'histoire de l'art, mais au fond, c'est tellement peu cartographié aujourd'hui qu'il est difficile de vous répondre. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'art féminin parce que j'ai envie de le penser, parce que je pense que vraiment être artiste, c'est une pulsion. Il n'y a pas de raison que les femmes aient moins cette pulsion que les hommes. Maintenant, leur expérience de vie a été tellement différente
que leur création doit s'en ressentir. On a tendance à le penser, c'est presque un réflexe, je dirais, anthropologique, mais on sait tellement peu de choses sur ces histoires, sur cet art, qu'il est difficile, il serait malhonnête aujourd'hui de généraliser. C'est une histoire qui est en train de se faire. Cette notion d'art féminin, finalement, Aïcha, t'as pas vraiment apporté ta réponse. Non, je suis pas fan de la notion. Non, forcément, je suis pas dans des. Pour moi, c'est vraiment une forme de. Je suis contre les binarités. Et ça reste vraiment très essentialiste pour moi. En plus, rien que le mot féminin, pour moi, ça fait magazine féminin. Alors, t'es pas assez féminine. Enfin, c'est vraiment un mot déjà qui me résonne mal à l'oreille. Et en plus de ça, oui, je suis. Vraiment contre ces schémas de féminin, masculin. Je préfère dire qu'il y a des artistes femmes, des artistes qui s'identifient comme femmes, et une pluralité de femmes en fait. Donc il n'y a pas un art féminin, voilà, ça c'est mon point de vue. Et on a parlé de la performance, c'est quelque chose que toi aussi tu pratiques. Là en ce moment d'ailleurs, il y a une exposition qu'on peut aller voir dans une galerie du 14e dont j'ai oublié le nom. C'est ça, c'est la galerie La Lalande, voilà. La rue. Et en fait, tu as peint ces grands rouleaux manuscrits qui sont accrochés au mur de la galerie, tu les as peints dans le cadre d'une performance. En fait, j'ai un peu travaillé. Moi, j'aime bien travailler in situ, c'est-à-dire venir dans l'espace et commencer à réfléchir à ce que je veux faire. Après, les rouleaux, c'est un travail que je fais depuis quelques temps maintenant. Donc, pour information, c'est des rouleaux de papier peint que je prends chez Castorama. Et en fait, du coup, je les déroule et je travaille sur 10 mètres de long. Donc, l'idée, c'est de partir sur un support vraiment anodin, quelque chose qui coûte très peu cher, ça coûte 3 €. Et derrière, en fait, c'est de détourner la notion de savoir parce que sur 10 mètres, ça va vraiment rappeler tous les grands manuscrits vraiment sacrés ou les manuscrits vraiment du savoir. Donc, et derrière, j'ai beaucoup d'écriture, l'écriture un peu automatique, avec la main gauche et la main droite. Et pas mal de dessins, du coup, qui rappellent des planches anatomiques, comme tu disais tout à l'heure. Plus aussi tout un espace où j'ai dessiné un peu, un peu partout et un peu dans tous les sens, avec ce côté un peu toujours automatique, monomaniaque et assez sale. Voilà. C'est très beau en tout cas. Merci. Alors moi, ce que j'ai compris en préparant cette rencontre, c'est qu'en fait les musées, et vous l'avez très bien exprimé toutes les trois ce soir, ce sont en fait des strates successives d'histoire qui se sédimentent, et il faut agir sur ces strates au moment où elles sont en train de se former pour permettre à nos enfants, à nos petits-enfants de voir un art différent dans le futur. J'ai envie de reprendre à mon compte cette phrase des Guerrilla Girls. Est-ce qu'il faut que les femmes soient nues pour entrer dans les musées ? Qu'est-ce qu'on a comme mécanisme à notre disposition aujourd'hui ? Je me tourne vers vous, Fabienne. Je sais que vous avez parfois poussé, permis à des femmes d'être achetées par des musées. C'est un travail parfois de longue haleine. Comment on fait pour convaincre un musée, un collectionneur, d'investir dans des artistes féminines, de faire rentrer dans les collections des artistes féminines ? Alors, je crois qu'on n'est jamais toute seule et que chaque personne apporte sa part. Et moi, j'apporte la mienne qui est la recherche précise, contextualisée sur des artistes dont on n'avait jamais parlé. Et donc, je tends à les faire connaître par un travail de longue haleine historique. Et ensuite, le public est très important. Tous les rouages, effectivement, des commissaires d'exposition, des critiques d'art et autres ont une importance, puisque c'est petit à petit, avec l'engouement, par exemple, suscité par l'exposition Elle, que certains artistes ont pu rentrer dans les collections et être ensuite exposés. C'est aussi le fait d'en parler quand on vient me voir aujourd'hui et qu'on me demande mais quels artistes pour tel sujet on peut bien mettre dans notre exposition. Donc à chaque fois donner des noms, expliquer les travaux, expliquer l'importance, dire pourquoi ça répondrait à la question et qu'effectivement c'est plus possible qu'on mette que des hommes dans une exposition. Et ça vient parfois aussi de l'entourage des commissaires. C'est arrivé récemment. Je trouve que il y a toute une série de personnes qui agissent. Et puis, il y a aussi la dénonciation par des chiffres, parce que je pense que ça pèse, et notamment, ça pèse sur les achats publics, puisque les collections viennent des impôts, des collectes d'argent qui sont les nôtres en tant que citoyennes et citoyens. Et là, je pense qu'on a véritablement un pouvoir de faire bouger les choses. Et si on les fait bouger dans les collections des musées, on les fait bouger dans les mentalités, dans la manière dont les femmes sont représentées, se représentent, dont elles savent qu'elles peuvent devenir artistes puisqu'elles auront une chance aussi de pouvoir être achetées, collectionnées et donc de vivre dans ce champ-là. Donc voilà, c'est toute une série d'éléments, mais les chiffres sont malheureusement encore très bas.
puisque moi je travaille en école d'art. En école d'art, on est à peu près, même plus que 60% de jeunes artistes femmes. Et quand on les retrouve ensuite dans les premiers critères, exposition et autres, ça chute en général vers au mieux 30%, quand c'est pas autour de 10-15%. Donc, et les achats sont toujours aussi catastrophiques dans les musées. Il y a des situations qui sont vraiment scandaleuses. Je vous ai entendu dans une interview raconter, par exemple, qu'il y a des artistes femmes auxquels les musées vont proposer de prendre leurs œuvres gratuitement comme un service qu'on leur rendrait. Voilà, venez dans la collection, mais donnez-moi l'œuvre, alors que non, il faut les payer. Enfin, c'est un peu la base, en fait, non ? Alors, c'est tout à fait la colère que j'exprimais effectivement auprès de Marie Daucher, qui a fait des entretiens sur un site qui s'appelle Visuel. Et j'ai expliqué effectivement que, comme je connais très bien les artistes des années 70 depuis très longtemps, aujourd'hui, elles sont reconnues. Donc, tout d'un coup, il y a un engouement pour leurs travaux, mais au lieu de, par exemple, pas acheter un Picasso qui vaut quelques millions et d'investir ces millions dans l'achat de toutes les œuvres de femmes qui manquent dans les musées, tant qu'elles sont encore là, qu'elles peuvent au moins profiter des achats, effectivement, on essaye de les avoir au rabais, voire d'obtenir des donations ou des dons. Et je continue à dire que je suis choquée quand j'entends ce genre d'histoire, parce que je pense que les musées ont les moyens de rétablir au moins un équilibre dans les collections contemporaines, si ce n'est historique. Là, il y a des questions de rareté des œuvres, mais pour les collections plus contemporaines, et notamment les années 70 en France, il y a parfaitement moyen d'acheter globalement, massivement des œuvres, et ça ne ruinera personne. Ouais, merci pour ce coup de gueule. Votre colère est partagée. Moi, j'ai juste envie d'ajouter, en fait, j'aimerais qu'on commence par déjà changer le mot musée, parce que musée vient de temple, c'est le temple des muses, et je pense qu'on en a marre d'être des muses, et rien que ça déjà, ça va être une bonne chose. Et ensuite, pour entrer dans le musée, moi je suis plutôt pour forcer, casser les portes et rentrer par la force. J'adore. Ok. Je suis vénère. Camille, vous, au-delà de ce que vous faites déjà pour pousser les femmes dans les collections et dans les musées, qu'est-ce qui est l'urgence aujourd'hui selon vous pour que ça change ? Alors, moi, mon activisme, il est tempéré par le fait que je suis fonctionnaire. J'ai passé le concours d'école du patrimoine. J'estime quand même avoir bénéficié d'une éducation gratuite de grande qualité, d'être dans un pays qui a de très beaux musées, de très belles collections. Vous n'allez pas tout casser tout de suite, quoi. Non, je pense qu'il faut aussi reconnaître la beauté de ce qu'on a. Et je rappelle que l'exposition, au Centre Pompidou, c'était une exposition des collections. Donc ces artistes femmes, ces œuvres, elles étaient dans les collections. J'ai été les chercher, j'en ai beaucoup montré qui n'avaient pas été montrées jusque-là, mais elles avaient été achetées ou données. Mais on donne, les artistes hommes donnent aussi leurs œuvres, hein, donc c'est pas. Je voudrais rappeler juste cette histoire-là, parce qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, on a un ministre de la Culture, un président qui s'engage sur la question de la parité, qui publie des statistiques, ce qui est assez courageux, parce que les statistiques sont effectivement terrifiantes, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de statistiques. Nous, au moins, on a cette transparence des chiffres. Ce pouvoir, du coup, c'est évidemment un outil extrêmement efficace, avec aujourd'hui des malus et des bonus donnés aux institutions qui font leur travail ou qui ne le font pas, qui ne représentent pas assez bien les artistes, dans tous les domaines d'ailleurs. Je parle de l'art, de la musique, de l'architecture, mais aussi la représentativité des femmes au niveau professionnel. Donc il y a une attention aujourd'hui importante en France sur ces questions-là. Et votre présence ici ce soir montre que c'est devenu une question publique et politique. Donc effectivement, certaines personnes doivent casser. Moi, je dois aussi reconstruire, forcément, parce que je suis dans la position de le faire, il faut le faire. Et je le fais d'une double manière, à la fois en étant dans une institution, la Monnaie de Paris, qui montre beaucoup d'artistes femmes, qui est attentive à la parité, et avec quelque chose qui est plus activiste, cette association Aware, mais qui produit du sens et de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, l'arme, c'est l'information. C'est une arme extrêmement efficace, peut-être moins visible, moins extraordinaire, moins sonore que de casser des murs ou casser des portes, mais pour le coup, vraiment, vraiment efficace, parce que cette information va transformer de manière rapide et aussi solide les choses. Et je suis d'accord avec toi, Fabienne, sur l'impact des collections.
Les collections, c'est ce qui reste, c'est ce qui est montré dans les musées, c'est à partir des collections qu'on écrit l'histoire. Les musées, tu as raison de le dire, il faut penser aux muses, mais enfin bon, c'est le mot qu'on a. C'est le mot qu'on a, et le musée, c'est cet outil d'apprentissage, c'est ce lieu pédagogique où l'histoire s'écrit, l'histoire de l'art s'écrit. Il est important que les collections des musées soient paritaires, soient plus diversifiées aussi, qu'on y représente toutes les races. Les collections, c'est le nerf de la guerre, avec le savoir. Juste pour vous répondre, il y a une dimension aussi plus métaphorique, mais l'idée en fait, c'est dans tout ça, d'y aller par la force, c'est le fait de déconstruire en fait tous ces schémas-là, tous ces systèmes qui sont enracinés, et repenser, réinventer. Et je trouve que c'est aussi constructif que toute l'information qu'il peut y avoir autour. Donc je suis d'accord. Il faut déconstruire, il faut y aller. Mais il faut aussi construire. Voilà, il faut faire les deux. Et moi, je vais juste ajouter quelque chose. Dans les schémas positifs, j'ai lu récemment qu'ailleurs, dans le nord de l'Europe, le Stedelijk Museum d'Amsterdam avait constaté qu'il n'avait que 4% d'œuvres de femmes dans leur collection. Donc on n'est pas très loin de ce qui se passe en France. Et ils ont créé, c'est actif dès cette année, 2 fonds d'acquisition d'œuvres de femmes spéciaux qui sont là pour rééquilibrer les collections. Et donc je me dis qu'on pourrait prendre inspiration sur ce qui s'est passé parce que voilà, ça c'est une manière efficace, je pense, massive de rééquilibrer tout de suite, et on ne va pas attendre 100 ans avant que des femmes puissent enfin avoir accès aux collections et que nous, on puisse avoir le plaisir de voir leurs travaux. Mais il faut une volonté politique et il faut de l'argent. Voilà, parfois c'est Je tout pense simple, que ça se trouve, et en tout cas le gâteau il se partage. Ouais. Après sur les mots, j'avais jamais réfléchi effectivement que musée ça voulait dire voilà la maison des muses. Mais par exemple le ministère de la Culture parle maintenant de matrimoine, et ça pouvait paraître peut-être farfelu à certains il y a quelques années, certainement encore aujourd'hui d'ailleurs, mais maintenant c'est un mot qui est rentré un peu dans le vocabulaire courant, ça choque plus personne quand on parle de matrimoine, et c'est important finalement de faire bouger la langue et de déconstruire aussi les mots, et d'employer ce mot, ça permet aussi de rappeler qu'effectivement le patrimoine culturel français, il n'est pas uniquement construit par ce patriarcat. Non, les mots sont très importants. Mais il ne faut pas oublier que la langue, c'est pas non plus un monument, c'est un muscle. La langue, il faut qu'elle bouge, mais voilà, dans une forme de souplesse. Donc le musée, c'est aussi un joli mot. Moi, j'ai choisi ce métier vraiment par passion. J'adore les musées, l'idée du musée. Je veux transformer le musée. Mais peut-être faut-il garder quand même ce mot musée, qui est assez beau, qui est assez poétique. Rendre le musée plus paritaire, plus ouvert, plus international. Y représenter bien les femmes, mais les hommes aussi. Je pense que les hommes seraient plus heureux d'être mieux entourés. Et les représenter différemment, les hommes. Il y a des expositions qui sont attelées aussi à déconstruire les masculinités. Réfléchir aux genres. Le masculin, le féminin, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Si vous voulez, on peut garder les musées et créer d'autres choses à côté. Je pense qu'on va finir par trouver une solution. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que quand une femme dirige une institution culturelle, il se passe des choses. Vous en êtes un bon exemple, Camille Morino, mais je pense aussi à Martha Agili, à la tête du Jeu de Paume. Donc, d'un seul coup, au Jeu de Paume, pendant des années, on a eu beaucoup d'artistes, de photographes, femmes qui ont été mises en avant. Et c'est comme par hasard, au moment où il y a une femme à la tête du musée, peut-être que c'est... Enfin, voilà, j'ai une petite suggestion aussi pour que les choses changent. Alors... Être une femme artiste, c'est donc être plus précarisée qu'un homme. Je vous le disais en introduction, il n'y a que 20% des artistes qui vivent de leur art, qui peuvent payer leur loyer, manger grâce à leur art, qui sont des femmes. Et là, on touche à ce que dit Virginia Woolf dans Une chambre à soi, une œuvre qui est chère à cette émission, vous le savez certainement. Pour créer, il faut avoir son espace, mais elle parle aussi d'une rente. On ne peut pas créer si on n'a pas un certain confort matériel et économique. Est-ce que le nerf de la guerre, au fond, c'est pas l'argent ? Peut-être Aïcha, vous commencez. Est-ce que cette précarité, c'est quelque chose qui te parle, que tu vis, toi ? Moi, personnellement, non, je ne vis pas de mon art aujourd'hui. C'est-à-dire que ça m'arrive de vendre, mais pas suffisamment régulièrement pour en vivre. Ensuite, par rapport à la question de est-ce que l'argent est nécessaire, oui. Et c'est plus une question de pouvoir aussi. C'est-à-dire comment, je pense, créer d'autres réseaux. Or, les réseaux en fait qui sont déjà mis en place et où il s'agit plus d'une question de se partager le pouvoir entre personnes qui ont envie de se partager le pouvoir, donc le patriarcat. Et ensuite, moi j'ai réfléchi à la question et
je me suis demandé pourquoi est-ce que généralement il y avait, les hommes avaient gagné plus d'argent dans artistes que les femmes. Et c'est vraiment une supposition, je ne sais pas si c'est un bon argument, mais je pense que ça peut vraiment remonter à une forme de construction sociale du genre, qui voudrait que en fait, le garçon, en fait, on va l'éduquer d'une manière à lui apprendre à demander ce qu'il veut, à oser, à se survaloriser aussi. Et je pense que c'est dans tous les domaines, pas que dans le domaine de l'art, en fait. C'est-à-dire que s'il a fait un travail qui va mériter je sais pas moi, 1 000 €, et en fait, il va se dire, mais en fait, ça coûte 5 000 €. Et être convaincu de ça, et je pense que c'est vraiment lié à une éducation, contrairement en fait à une éducation de la petite fille où on va lui dire, en fait, c'est déjà bien que tu aies fait ça, ne demande pas trop, et toujours, c'est un peu se dévaloriser. Et ça, je pense, c'est vraiment lié à tout un système, du coup, patriarcal, dont le but est que finalement, les femmes presque finissent par avoir à travailler gratuitement. Ce qui est un peu le cas, parce que le but, c'est finalement qu'elles s'occupent... je fais vraiment une schématisation, hein, qu'elles s'occupent de leur mari, de leurs enfants et de la maison sans être rémunérées. Donc je pense vraiment il y a cette construction sociale de ne pas demander, de ne pas se croire en soi et de voir plus grand, contrairement aux hommes. Et qu'est-ce qui pourrait t'aider, toi, en tant qu'artiste, à dépasser ça, par exemple, à dire, voilà, mon œuvre qui est au mur, elle vaut tant et pas moins. Est-ce que c'est en échangeant avec d'autres femmes artistes? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui pourrait aider à empouvoirer les femmes artistes à fixer des prix élevés pour leurs œuvres, à réclamer à être payées? Alors ça, c'est aussi lié, de là où tu exposes, les galeries, c'est tout ça aussi un système. Et je pense qu'au-delà du système du coup de l'art contemporain, dans lequel il y a aussi des codes, il y a de qu'est-ce que tu vas présenter comme travail, qu'est-ce que tu as vendu avant, il y a aussi de créer d'autres réseaux. C'est-à-dire, moi par exemple, quand je vais exposer dans une soirée d'art contemporain, par exemple 1.54, en fait ça va être les prix parmi les prix les moins chers déjà, mais après je suis pas une grande artiste non plus qui a exposé partout depuis des années, donc forcément c'est en fonction de mon expérience. Mais après aussi, je vais faire des expositions dans d'autres réseaux, dans des milieux queer et féministes, où un dessin que je vais vendre dans d'autres circonstances à 1 000 €, là je vais le vendre à prix libre ou à 10 €. Donc en fait, derrière les collectionneurs, s'ils étaient au courant, ce serait plus intéressant de venir dans des lieux queer. En fait, quand je parlais de cette idée de s'organiser entre artistes femmes, je pense aussi à ces groupes d'artistes dans les années 70 que vous avez beaucoup étudiés et décrits, Fabienne, où à un moment donné, comme souvent d'ailleurs, quand il y a un échange d'expériences, quand d'un seul coup on se réunit, on confronte les vécus, il y a des solutions qui émergent. Je ne sais pas si vous pensez qu'on pourrait peut-être essayer de renouveler ça aujourd'hui. Alors renouveler, oui, certainement, parce que les soucis sont toujours là. Effectivement, dans les années 70, elles ont fondé des galeries, par exemple, et l'idée, c'était de se légitimer à connaître toutes les structures. Elles l'ont fait en France dans les collectifs féministes, elles l'ont fait aux États-Unis, notamment, elles ont fondé, après la Woman House, la Women's Building, et dans cet endroit, en fait, elles essayaient d'apprendre aux femmes toutes les structures du milieu de l'art, pour qu'elles sachent comment se débrouiller, comment se battre, et comment négocier des prix, négocier des articles, parler de leur travail, monter une exposition, faire des accrochages, etc. Donc, apprendre toutes les strates. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage aussi, qui vient d'une déconstruction de ce que disait Aïcha juste avant, de tout ce qu'on nous a appris, effectivement, de ne pas se battre, de ne pas demander à être payé plus, mais ça, c'est dans tous les champs de la vie. Demander un salaire décent, demander à être augmenté, etc., etc. Il y a toute une série de choses qu'on ne nous apprend pas forcément à faire, on ne nous rend pas confiante dans le fait qu'on soit légitime à le faire, et pour les artistes c'est exactement pareil. Donc oui, c'est toujours une question, en étant collectivement présente et en débattant de ses soucis, elle s'auto-légitime et elle se donne aussi le pouvoir et les arguments pour pouvoir être plus forte ensuite individuellement quand elles sont confrontées aux situations. Il y a un point commun entre l'artiste qui parle au collectionneur et la salariée qui parle au patron, c'est que le collectionneur aussi est très souvent un homme blanc d'ailleurs, 75% c'est des hommes qui... Non, 75%, j'ai vu ce chiffre. Il y a beaucoup de femmes collectionneuses. Non, ça, je pense que c'est quand même un domaine où les hommes et les femmes sont je dirais, à parité. J'ai plus ma source, mais je vous crois sur parole. Et de fait, d'ailleurs, beaucoup de musées ont été créés par des femmes. C'est une histoire qui restera à écrire, qui étaient des femmes collectionneuses. Je pense au MoMA, par exemple, créé par 3 femmes qui ont donné leur collection. Les collections publiques, comme vous le savez sans doute, sont d'abord des dons de collectionneurs et de collectionneuses, beaucoup. Donc il y a cette histoire de la femme collectionneuse qui reste à écrire.
Et peut-être pour reboucler sur les deux remarques précédentes, il ne faut pas oublier que artiste, c'est effectivement un métier, comme le disait Fabienne, comme les autres métiers où les femmes sont moins payées que les hommes. Première chose. Deuxième remarque, pour reboucler sur Virginia Woolf et son essai célèbre et cette histoire de rente. La grande problématique des artistes femmes, c'est qu'elles ont eu le temps de créer, mais pas eu le temps de promouvoir leur travail. Elles avaient donc cette pulsion créatrice, mais il fallait qu'elles s'occupent de leurs enfants, de leur mari. Elles avaient un travail domestique, donc ce temps très important de promotion, la plupart du temps, elles ne l'ont pas eu. Et pour beaucoup d'entre elles, elles ne l'ont pas encore forcément, je dirais. Donc il y a une sorte de deuxième frein. Ensuite, il y a cette espèce de tabou anthropologique du fait que dans le regard de la société, la femme ne peut pas inventer, elle enfante. Et donc ce métier de l'artiste, il est particulièrement difficile à accepter. De même que les femmes ont été difficiles à être reconnues dans les domaines scientifiques comme inventrices de nouveaux concepts, par exemple en mathématiques ou en sciences. Donc ce tabou anthropologique, je pense qu'il est extrêmement important. Et enfin, cette question du marché, elle est à mon avis cruciale. Raison pour laquelle d'ailleurs l'association Aware propose en ce moment même un parcours dans la foire Art Paris. Parce que le marché, aujourd'hui, c'est l'indicateur de valeur et le marché se nourrit de l'information. Plus on a d'informations sur un artiste, en l'occurrence, les artistes hommes ont beaucoup plus d'informations de publications, plus l'art va être cher. Moi, c'est ma grande conviction qu'il y a une proportionnalité extrêmement forte entre le niveau d'information et le prix. Donc, plus on va faire remonter le niveau d'information, plus la valeur va augmenter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ah bah c'est bien. Non, mais c'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup Camille. Alors on va bientôt devoir, pas nous séparer parce qu'on va laisser la parole à la salle, prendre quelques questions s'il y en a évidemment. Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien vous demander à chacune si vous vouliez citer une artiste femme ou alors une œuvre qui vous a particulièrement marqué, à laquelle vous aviez envie de rendre hommage ce soir. Qui a envie de se lancer ? Camille. Je voudrais parler du travail de Kiki Smith, qui est une artiste que j'ai redécouvert comme Niki de Saint-Phal, qui a travaillé justement l'intérieur du corps. Tu en parlais, Aïcha. Une des premières à représenter les fluides corporels, le sang, l'urine, tout ce qui fait notre intériorité. Une artiste qui a été aussi féministe, qui s'est intéressée aux grandes mythologies féminines, qui a relu par exemple la figure de la Vierge, les grandes figures bibliques, mais aussi le Petit Chaperon Rouge, qui a beaucoup travaillé aussi sur la représentation des sorcières, voilà, qui me semble être des points communs à vos deux pensées. Donc ça me semble être un bon résumé de cette soirée, et aussi parce que je vais montrer Kiki Smith à l'automne prochain à la Monnaie de Paris. Ah génial, merci pour l'info. Aïcha, à qui on rend hommage ce soir ? Il y a beaucoup d'artistes, mais moi je pense que je vais rendre hommage à mon premier amour qui est Frida Kahlo. Parce que voilà, c'était la découverte et puis alors, je suis dans son travail, j'aime beaucoup aussi sa manière de vivre, sa liberté et puis on a aussi le même monosourcil, donc voilà, je suis fan. D'ailleurs, j'ai lu que Frida Kahlo, avec Sonia Delaunay, c'est la seule femme qui vend plus cher, dont les œuvres valent aujourd'hui plus cher que celles de son conjoint. Frida Kahlo, c'est plus cher que Diego Rivera. C'est cool, non ? C'est bon à savoir ? Sacré badass, Frida, quand même. Fabienne. Et moi, je voudrais rendre hommage à une artiste pour laquelle je prépare une exposition monographique qui aura lieu au McVal à la rentrée et qui s'appelle Neil Yalter. Et Neil Yalter, pour rebondir aussi sur ce que disait Aïcha, c'est une des rares artistes qui, depuis les années 60 et 70, est non seulement féministe, mais s'est intéressée à toutes les questions de migration, que ce soit les migrations turques, puisqu'elle est franco-turque, mais aussi toutes les migrations maghrébines en France, dans le cadre du travail. Donc les questions de classe sociale ont traversé tout son travail. Et également, elle mêle tout ça à des mythologies, aux croyances, aux lieux de vie et au parcours des personnes dans un travail multimédia. Et donc, on a
vu certaines de ses œuvres, notamment La danse du ventre qui se trouve dans les collections du Centre Pompidou, mais elle a un parcours absolument magnifique depuis les années 60 et donc l'idée c'est aujourd'hui de publier enfin un travail que je mène depuis 20 ans qui est un essai monographique et donc de faire redécouvrir l'ensemble et surtout la pluralité de toutes les thématiques qu'elle a abordées et de donner aussi des modèles à des jeunes générations d'artistes qui ont mêlé toutes ces questions, notamment féministes, sexistes, racistes, questions de classe, dans un travail absolument magnifique. Merci beaucoup Fabienne. Merci à toutes les trois, ça a été une discussion passionnante. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu échanger avec vous. Merci. Alors oui, c'est vrai, manifestez-vous, c'est bien. Alors, est-ce que dans ce public nombreux et concentré, quelqu'un veut poser une question à nos intervenantes ? Oui, bonjour. En fait, alors je ne sais pas si ça concerne véritablement l'art et la femme, mais c'est surtout ce qui m'a interpellée, c'est ce que vous disiez par rapport à la valeur et le marché de l'art. Et la femme, là-dedans, 20%, si ma mémoire est bonne, de ce que vous aviez énoncé au niveau des personnes. Bon, moi, j'en fais partie. Je suis une illustre inconnue qui en fait partie. Et paradoxalement, je ne m'amuserais pas à vendre un dessin 1 000 €, vous voyez, parce que, alors je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a heurtée, parce que bon, je vois qu'il y a pas mal de jeunes ici. Bon, moi, je n'ai pas 20 ans, j'ai 2 fois 20 ans. Et voilà, quand j'entends que 1 000 € pour un dessin, effectivement, ça me paraît normal d'avoir des difficultés d'en vendre. Et que là aussi, pourquoi se faire un schéma sur l'exception ? Parce que je pense que les artistes, j'en fréquente pas mal, voilà, on n'est pas sur cet ordre de prix, là, on est sur de l'exceptionnel. Et je pense que nous sommes bien nombreux à ne pas l'être. En fait, par rapport à ce que vous dites, alors je dis dessin pour schématiser, parce que ce que je fais en général depuis 10 ans maintenant, c'est du dessin. Et ce dont je parle, ce sont des cahiers d'écoliers, du coup. Vous ne connaissez pas son travail, donc c'est un peu compliqué en fait d'évaluer le prix sans avoir vu de quoi on parle, quoi. Je vais vous expliquer quand même. Donc c'est une installation en fait qui a eu lieu, au Grand Palais à Art Paris Art Fair. Et donc c'était une installation. Et puis chaque cahier en fait était vendu en fonction entre 600, 800 ou 1 000 €. Donc il y a eu plusieurs prix. Et il y a aussi des installations qui sont à 4 000 € et ça se vend très bien aussi. Donc après ça dépend de la foire où je suis, ça dépend des collectionneurs et des collectionneuses surtout. Et récemment j'ai été achetée par 2 collectionneuses et je suis assez contente. Enfin je suis même très contente quand c'est des collectionneuses qui achètent mon travail. Après c'est pas le cas tout le temps. Il y a des fois où ça se vend pas. Donc voilà, c'est un peu en fonction de mon expérience, mon vécu et si je vends 2 fois par an et que ça me permet pas de payer mon loyer, mais je suis assez contente. Donc voilà. Merci Aïcha, merci. Il y avait une question par là. En fait, c'était pas une question, je voulais juste confirmer le chiffre des collectionneurs, c'est bien sur le site du ministère de la Culture. C'est 75% de collectionneurs hommes, du coup. Merci pour le fact-checking. Génial. Ah, et je voulais juste rajouter une information pour tout le monde, pour les chiffres. On peut aller voir les chiffres de l'Observatoire de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la culture et la communication, qui tous les ans publie des chiffres que l'on trouve sur Internet dans tous les domaines, dont les arts plastiques, théâtre, cinéma, etc. Donc ils font les comptages pour nous, ce qui est devenu assez sympathique. Il n'y a pas tout, mais en tout cas, ça donne une idée. Ça déprime un peu, mais ça donne une idée, ouais. Ça donne envie de se battre aussi. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui, ah oui, bonjour. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette discussion. Ça fait du bien d'entendre ça ici. Je me demandais si le travail d'information sur les femmes artistes, il était aussi fait par rapport aux artistes femmes contemporaines, parce que je pense qu'il y a besoin aussi de créer de l'information aujourd'hui et des archives pour demain. Et donc voilà, je me demandais si ce travail il était initié aussi par votre association. Alors, on s'est limité à 1 siècle. Faute un peu de moyens, parce que cette association, il a fallu que je trouve de l'argent pour la créer. Et c'est une partie importante du temps que j'y passe, l'argent étant les nerfs de la guerre. Donc on a une amplitude chronologique en termes de date de naissance qui va de 1872 à 1972. Donc pour répondre à votre question, non, on ne s'occupe pas des femmes contemporaines, mais je vois ici quelqu'un, je ne sais plus s'il est encore là, qui fait un site sur les jeunes artistes femmes. Donc il y a d'autres associations ou collectifs qui s'occupent de cette histoire plus contemporaine. Moi, je décide de me focaliser plutôt sur une partie plus historique, parce qu'il me semble que c'est là où c'était vraiment, vraiment difficile
de retrouver les traces en fait. Et bon, si je trouve plus d'argent, j'irai plus loin, à la fois du côté du 19e siècle et du 21e siècle. Merci beaucoup. Et en même temps, si je ne m'abuse, sur le site Aware, il y a les informations des expositions qui ont lieu. Il ne me semble pas qu'il y ait des limites de date. Absolument, tu as raison de me rappeler ça, que je devrais savoir. On a un agenda des expositions d'artistes femmes dans le monde entier, dans les musées, qui pour le coup concerne aussi les jeunes artistes. Et on a un prix décerné tous les ans à 2 artistes, un prix d'honneur qui récompense la carrière d'une artiste femme dont le travail a été déjà souvent montré. Et aussi un prix Aware décerné à une artiste émergente. Donc par ce biais-là, on met en valeur 4 artistes nominés tous les ans et on décerne un prix qui est d'ailleurs décerné par le ministre de la Culture. On fait notre possible. En tout cas, vraiment, je l'ai déjà dit, mais le site d'Aware, c'est une mine d'or. Il y a plein d'informations, ne serait-ce que sur ce qui se passe en ce moment dans le milieu de l'art pour les femmes. Encore une question ou une intervention ? Bonsoir, donc merci d'abord. Moi je suis une artiste franco-algérienne et la question que je voulais vous poser c'est cette question de la minorité. Donc non seulement d'être une femme, c'est minoritaire, bien que ce soit la moitié de l'humanité, et ensuite être une femme d'origine noire ou arabe ou bien autre. Qu'est-ce qui fait qu'on va être moins représenté ? Est-ce que c'est plutôt que ça fait peur, tout simplement, ou bien on considère que c'est une minorité en plus, donc double minorité? Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser cette question ? Écoutez, moi j'essaye de rester optimiste et je me dis qu'aujourd'hui, en vous voyant encore une fois si nombreuses, sachant que beaucoup d'institutions s'intéressent maintenant à ces questions, achètent plus d'artistes femmes, une institution comme le Palais de Tokyo ou même le Centre Pompidou représente de plus en plus une création plus diversifiée. J'espère qu'aujourd'hui, votre travail aura plus de chances d'être montré qu'hier, et encore plus demain. Je pense que ça dépend de... En fait, c'est très personnel. Il suffit d'un directeur, d'une directrice, quelquefois d'un homme politique ou d'un ministre ou d'une ministre pour que les choses changent. Il faut aussi que collectivement, on travaille ensemble pour que la situation bouge. Et les discriminations qui étaient évoquées ce soir, c'est-à-dire celle du genre, celle de certaines classes sociales ou de la race ou de l'origine, ce sont des discriminations qui doivent au fur et à mesure disparaître. Donc il faut que vous vous battiez pour que votre travail soit vu, soit montré, et que vous oubliez d'où vous venez, qui vous êtes, que ce soit votre travail qui compte d'abord, et que vous ayez confiance dans ce que vous faites. Et c'est avec cette confiance qu'il faut que vous alliez voir les galeries, parce que les galeries, c'est très important. Il faut que vous soyez bien représentés. Et c'est à la galerie de faire le travail de défense, en fait, d'explication. C'est la galerie qui va vous trouver des collectionneurs, des collectionneuses, qui va défendre votre travail auprès des musées. J'aimerais juste ajouter que pour moi, il ne faut pas oublier qui vous êtes et d'où vous venez, et que c'est hyper important dans votre travail. C'est ce qui va la toucher au travail aussi. Après, il y aura toujours une forme de... Enfin, c'est un système qui est raciste, sexiste à tous les niveaux. Et à ce moment-là, il faut juste comprendre comment ça fonctionne et se rendre compte aussi que il y a aussi à un moment donné un mouvement qui va être le mouvement du capitalisme, qui veut dire que là, pour l'instant, être une femme racisée, ça peut être aussi intéressant parce que ça peut être la touche en plus dans une exposition. Et donc du coup comprendre à quel moment il y a vraiment des rapports très exotisants par rapport à ça. Mais moi ce que je te conseillerais, c'est vraiment de défendre ton travail, d'écrire dessus, d'en parler autour de toi, d'être là, d'être présente, d'être physiquement présente. Voilà. Et moi, je vais ajouter que ces questions-là, elles sont travaillées depuis très longtemps, puisque déjà dans les années 60-70, il y a eu des mouvements de Black Women Artists aux États-Unis qui ont commencé à travailler ces questions et qui se sont réunis pour en discuter et pour voir comment elles pouvaient, par exemple, représenter le corps leur propre corps de femmes nues noires, ce qu'elles s'interdisaient parce que ça avait été tellement codifié, comment elles pouvaient déconstruire ça et jouer avec les codes
et les enjeux et comment elles pouvaient en discuter ensemble, avoir une réception aussi au sein d'un public beaucoup plus confiant et en lequel elles avaient confiance. Donc il y a eu toute une série de textes qui ont été produits par des historiennes conscientes également de ces questions-là. Et aujourd'hui, en France, effectivement, il y a tout le champ qu'on appelle post-colonial qui est en train de travailler ces questions. Zineb Sedira, par exemple, est une des artistes importantes qui a travaillé en France, qui est partie parce qu'elle subissait une discrimination qui l'empêchait d'exprimer ce qu'elle avait envie d'exprimer comme elle voulait le faire. Aujourd'hui, elle revient en boomerang parce qu'elle a été reconnue ailleurs. Nili Alter, c'est pareil. Moi, je travaille avec elle depuis longtemps. Elle a été reconnue beaucoup plus à l'étranger avant de commencer à être reconnue en France. Donc, je crois qu'il faut continuer à faire vraiment ce que vous avez envie de faire et de dire vraiment ce que vous avez envie de dire, parce que c'est comme ça que les choses vont bouger. Et surtout, ne vous empêchez pas. Constituer des groupes, constituer un environnement positif pour faire ce que vous avez envie de faire et dire ce que vous avez envie de dire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des personnes qui travaillent leur propre histoire et qui travaillent ce qui les intéresse et ce qui les habite, que ce soit positif ou négatif. Le reste, j'ai envie de dire, si c'est pour rentrer dans une galerie, ça se fera de toute façon pas avec quelque chose qui est pas investi. Donc il faut au contraire, je crois qu'il faut vraiment se légitimer et trouver autour de soi. Et je pense que comme pour le public, pour les artistes femmes, on a vu qu'il était immense. Les millions qui sont venus voir l'exposition, elles le prouvent. Je pense que pour toutes ces questions de problèmes de racisme et de représentation de corps et d'expériences particulières à ces questions-là, qui se couplent avec des questions effectivement d'être femme, d'avoir des sexualités différentes, d'être dans des contextes sociaux et rapports de classe différents, ça a tout à fait légitimité et effectivement ça va être soutenu. Mais surtout, abandonnez pas vos priorités. Merci pour vos réponses à toutes les trois, ouais, c'est hyper encourageant. Allez, on a le temps de prendre une ou deux questions encore. Oui ? Déjà, merci beaucoup et, pour l'échange. En fait, c'était pas une question, mais c'était une remarque par rapport au public. Moi, je suis très surpris aujourd'hui, ce soir, de voir pratiquement que des filles et des femmes à l'écoute. Je comprends, vu le sujet, mais je pense que ce qui serait pas mal, c'est plus d'investissement de la part de tous les sexes et les types de personnes. Et du coup, ce que je propose à tout le monde, ça serait d'amener les hommes comme les filles, comme n'importe qui à venir voir ce genre de conférence. Parce qu'en fait, quand au quotidien, on n'y est pas confronté en tant qu'homme ou en tant que blanc, pas confronté à ces problématiques, finalement, on a peu de chances de tomber sur les informations et sur ces débats-là. Et du coup, si ça ne se fait pas par quelqu'un qui, lui, y est confronté, si on n'est pas mis à l'écoute comme ça, ça va juste pas se faire. Du coup, ramener des gens à ce genre de conférence, c'est chouette. C'est une super bonne idée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans le public. C'est la poudre, quoi. Camille ? Moi, je suis vraiment ravie que vous fassiez cette remarque. C'était un peu si j'avais rêvé une question pour clore ce débat, c'était celle-ci, d'un garçon faisant cette remarque. Non, parce qu'il y a quand même quelques hommes ce soir, il y en a pas mal. Et je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, cette question des femmes, elle doit être portée par les hommes. Les hommes sont, pour certains d'entre eux, très féministes, en particulier une jeune génération. C'est formidable, il faut que ça continue. Il faut que les femmes entraînent les hommes. Et que les hommes se saisissent de cette question. Donc merci beaucoup d'avoir fait cette remarque. Je voulais juste ajouter que pour moi, en fait, les questions de déconstruction des masculinités, ça fait partie des questions féministes. Et qu'effectivement, moi je suis enseignante par exemple, et j'estime que quand je parle autant aux garçons qu'aux filles, et quand je parle des questions féministes, j'en parle autant aux deux, et je vois plus largement à toute la palette des identités sexuées et sexuelles qui sont en face de moi, que je peux même pas imaginer, ça bouge beaucoup. Et donc les questions de masculinité, il y a eu des expositions, des textes, des choses qui ont été publiées en histoire de l'art aussi, pour montrer que ce soit chez les filles ou chez les garçons, il y a toujours des questions de remise en question, et que autant des garçons peuvent se sentir très mal dans les codes et dans les rôles auxquels on les assigne, et que les modèles que l'on montre aussi dans les musées peuvent servir justement à se sentir mieux dans d'autres façons d'être que celle de la masculinité hégémonique. Donc je crois qu'effectivement ça fait complètement partie du sujet.
En tout cas, on peut inviter les hommes qui sont là ce soir à partager, je sais pas, sur les réseaux sociaux, des images d'artistes femmes, d'aller acheter des artistes femmes, d'aller soutenir des galéristes qui soutiennent des artistes femmes. Enfin, il y a plein de façons aussi d'agir derrière. Aïcha, ça te donne envie de réagir, pas particulièrement. Très bien. Bon, merci à toutes et tous. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à toutes les trois. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas. J'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.